Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Faisons le tour de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours. JL Evans détient désormais 100% du capital de Première Vision. Jusque-là actionnaire minoritaire, le groupe d'événementiel lyonnais a complété sa détention capitalistique cette semaine. Première Vision est leader mondial dans l'organisation de salons sur le marché de la mode créative. Nomination chez Apicil. Cette semaine, Céline Doretti devient directrice marketing de l'entité Santé Prévoyance. Elle avait intégré le groupe lyonnais de protection sociale en 2000. Apicil, de son côté, prépare toujours son futur déménagement dans la tour Toulion à la Pardieu. Moins d'un mois pour trouver un repreneur. C'est le timing serré accordé par le tribunal de commerce de Lyon à Navia. La société villeurbannaise qui propose des navettes autonomes a été placée en redressement judiciaire et a jusqu'au 21 février pour espérer qu'un sauveur se manifeste. Et puis Norbert Fontanel aux manettes de la Fédération BTP du Rhône. Le co-dirigeant du célèbre groupe éponyme succède à Samuel Minot. Norbert Fontanel a d'ores et déjà appelé les entreprises membres à devenir des acteurs du développement durable. Je vous laisse en compagnie de Damien Gouy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler déplacement. Vous savez que l'être humain a toujours cherché à se déplacer plus loin, plus vite. Et l'être humain a vécu une révolution il y a un peu plus d'un siècle avec l'invention de l'automobile. L'automobile aujourd'hui, en 2021, ça représente environ 39 millions de voitures, 5,9 millions de véhicules utilitaires légers, 600 000 poids lourds et 94 000 autobus et autocars en circulation. Depuis une bonne dizaine d'années, on subit des évolutions législatives et depuis une trentaine d'années également, d'abord pour des mesures de sécurité et aujourd'hui pour des problématiques environnementales. Pour évoquer tout ça, je reçois aujourd'hui le porte-parole de l'ACA, l'Automobile Club Association. Je reçois Monsieur Cara, Yves Cara, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que cette association, quand elle a été créée, quel est son objet d'origine? Oui, tout à fait. Alors, l'Automobile Club Association a été créée en 1900 avec la merveilleuse invention de l'automobile qui arrivait. Donc, il fallait accompagner un petit peu ce joyeux désordre qui se créait sur les routes, parce qu'il y avait beaucoup d'accidents en fonction du nombre de voitures. C'était même vraiment beaucoup plus que maintenant. Donc, il a fallu organiser cette circulation, créer des panneaux, créer le permis, créer des marquages au sol, créer des lois aux intersections. Donc, tout ça, c'est l'Automobile Club Association avec d'autres en France qui se sont créés et d'autres clubs européens, puisqu'on est membre de la Fédération internationale automobile. Il y a un Automobile Club par pays et c'est nous. Alors, il est bon de le rappeler, c'est vous qui faisiez passer les permis de conduire à l'époque. Oui, tout à fait. C'était une capacité de conduire des véhicules haute thermique. Il y en avait pour les véhicules militaires. On a retrouvé dans nos archives des permis de 1937. C'était assez fou. Ouais. Alors, aujourd'hui, cette association, elle vient de changer de nom. Oui, tout à fait. Le temps avance, on le suit bien évidemment. On est une jeune start-up d'Automobile Club Association. On est devenu Mobilité Club France parce que l'Automobile Club Association, on était plus centré autour de l'objet. On est toujours des passionnés, on posait un objet sur une route et on le conduisait. Maintenant, on parle de la personne et de ses besoins en mobilité. Covoiturage, autopartage, intermodalité entre les différents modes de transport, du vélo, on peut passer au bus, à la voiture, voilà. Tout ça change avec c'est l'automobile et tout le reste, et on l'accompagne, et le vélo en ville, bien évidemment, qui prend une place de plus en plus importante. Alors aujourd'hui, vous êtes une association qui est énorme, puisque vous avez 1 million d'adhérents. Oui, un peu plus d'1 million de membres, oui, tout à fait. Vous avez évolué entre votre objet d'origine et aujourd'hui, vous faites plein d'autres choses. Vous pouvez nous dire précisément ce que vous faites, ce que vous apportez comme service, comme accompagnement? Déjà, on apporte un conseil et un renseignement à tout le monde. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez nous appeler, notre service juridique qui est vraiment très très pointu vous donnera le petit conseil, par exemple pour les ZFE, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je peux aller avec ma voiture, donc c'est déjà un conseil gratuit. Et puis pour tous nos membres, on les accompagne surtout on rend la mobilité moins chère et plus facile, notamment dans les services juridiques. Vous savez, le problème, votre voiture est mal réparée, le garagiste ne veut rien savoir, c'est juste un exemple, mais c'est pas assez cher pour prendre un avocat, mais notre conseil juridique de l'Automobile Club Association et Mobilité Club France vous sortira de ce mauvais pas. Donc voilà, c'est toute une gamme de services pour rendre une mobilité moins chère, plus durable et plus sereine, on va dire. Vous avez une cotisation annuelle, elle est de combien? Oui, on a 3 cotisations, la basse, la moyenne et la haute. Je dirais que la moyenne, c'est aux alentours de un petit peu plus de 70 € par an. Par an, donc pas par mois.
D'accord. Quelles sont aujourd'hui les inquiétudes qui remontent de la part de vos adhérents? Quel est leur sujet principal en matière d'automobile? En matière d'automobile, le prix. Le prix, est-ce que conduire en voiture va devenir un luxe ou va redevenir un luxe? Parce que finalement, ça l'était. Sauf qu'avant, la société n'était pas organisée autour de la voiture. Maintenant, c'est le cas. Donc, sans sa voiture, on ne travaille plus, on ne se déplace plus, on n'amène plus les enfants à l'école. Donc, ça peut être très compliqué dans certains cas. Donc, c'est le prix. Et puis, c'est vrai que les ZFE posent un problème, les zones à faible émission mobilité, ZFE M maintenant, métropole, pour savoir si, avec leur voiture qu'ils viennent d'acheter, dans 10 ans, ils pourront encore aller travailler en ville. Donc voilà, c'est vraiment deux sujets d'inquiétude importants. Alors, on va venir aux ZFE, mais vous vous définissez comme une association qui est apolitique. Oui, tout à fait. En réalité, vous faites de la politique toute la journée, parce qu'on vous a vu intervenir notamment sur la problématique des radars fixes, sur le permis à points, sur les limitations de vitesse, sur les véhicules de collection qui doivent faire exception dans certains cas. En fait, vous faites de la politique toute la journée. Oui, alors on est apolitique parce qu'effectivement, on n'est affilié à aucun parti. Hein. On n'a aucune subvention, on vit de nos adhésions et avec nos partenaires. Mais de toute façon, tous les partis ont des idées plus ou moins bonnes et nous, on a les nôtres. Après, si ça tombe dans le groupe d'idées de certains partis politiques, ça, c'est pas notre problème. Hein. Donc voilà, mais on est vraiment apolitique. Alors maintenant, on va parler de politique, on va parler des ZFE, on y revient justement. ZFE M maintenant. ZFE M, tout à fait. Est-ce que selon vous, c'est nécessaire? Est-ce que selon vous, le timing est bon? Est-ce que selon vous, c'est bien accompagné? Alors, dès le départ, nous, quand c'était juste un projet à Mobilité Club France, donc anciennement Automobile Club Association, on a été contre. Pourquoi? Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'en fonction de la vitesse de renouvellement du parc automobile français, de l'existence, d'ailleurs plus d'une voiture sur deux qui était diesel, et qui l'est encore d'ailleurs, et le calendrier des ZFE, il y allait avoir des frottements. Et on voit bien maintenant que ces ZFE-M, avec ce calendrier qui est intenable, va exclure, c'est une zone à forte exclusion d'ailleurs, hein, le ZFE. On pourra presque prendre ce nom, ça va exclure un tas de Français d'endroits où ils ne pourront plus aller rouler. Alors vous allez me dire, bah, ils iront plus. Oui, mais sauf que, je sais pas, vous travaillez dans la restauration, vous avez un salaire de serveur, donc habiter en centre-ville c'est compliqué, vous habitez un petit peu plus loin, vous ne pouvez pas vous acheter une voiture à 40 000 €, donc vous ne pourrez pas aller prendre votre voiture pour rentrer dans la ZFE et se garer, parce qu'en plus, il faut se garer. Donc ça va être un vrai problème. Acheter une voiture à 40 000 €, c'est pas évident. Vous avez des horaires qui ne correspondent pas au transport en commun. C'est pas tenable, cette ZFE. Alors, on est tous d'accord, il faut que les transports en général, que ce soit pour les fret d'ailleurs ou pour les personnes, soient moins polluants, qu'on sorte du tout pétrole, on est d'accord. Et le problème, c'est pas le moteur thermique d'ailleurs, c'est le pétrole qu'on met dedans. Et ça, on sait très bien s'en passer et on devrait aller dans ce sens-là. Mais ces ZFE sont pas tenables dans l'agenda qui a été proposé et dans l'exclusion que ça va créer pour des tas de Français, quoi. Est-ce que vous trouvez que la communication autour des ZFE est suffisante? Est-ce que les automobilistes sont au fait de ces ZFE? La réponse est presque dans votre question. Pourtant, on en parle beaucoup. Nous, on est dedans, bien évidemment, mais il y a plus d'un Français sur deux, pourtant on en parle beaucoup, qui ne savent même pas ce qu'est une ZFE. Moi, j'en ai beaucoup autour de moi, pourtant, voilà, on bosse tous, etc. Ils disent ZFE, c'est quoi? Ah oui, zone à faible émission. Donc c'est fou, ils ne savent pas forcément ce que c'est. Et ça va être un vrai problème, parce que quand ça va arriver, au début, ça ne va pas être sanctionné. Ça va être sanctionné rapidement avec la vidéo-verbalisation, on n'y échappera pas, on va recevoir les PV chez soi. Et socialement, ça va être un vrai problème, quoi. Est-ce que selon vous, les aides financières sont suffisantes? Elles existent, c'est déjà bien, donc que ce soit pour acheter un vélo électrique d'ailleurs, enfin assistance électrique, que ce soit pour changer de voiture, acheter une voiture soit électrique, 100% électrique, ou avec un critère qui est moins important que critère 2 ou 3. Mais ça ne pourra pas, et ça ne doit pas d'ailleurs remplacer toutes les voitures, parce que si on remplace toutes les voitures, on pollue beaucoup. Une voiture qui ne pollue pas beaucoup, c'est une voiture qui dure longtemps. Plus elle dure, si elle dure 30 ans, on ne sera pas obligé d'en fabriquer 2 qui vont faire 10 ans, vous voyez ce que je veux dire? Donc, elles existent, c'est bien, elles ne seront jamais assez suffisantes, mais surtout au niveau des ZFE-M, c'est l'agenda, il n'est pas tenable. Vous sentez une inquiétude de la part de vos adhérents concernant les ZFE-M? Ah oui, et pas que de nos membres, il y en a un peu plus d'1 million, mais de tous les Français en général. C'est simple, hein, les constructeurs ne savent plus quoi construire, les vendeurs ne savent plus quoi vendre, et nous, on ne sait plus quoi acheter. Donc, il y a quand même un vrai problème, quoi. Alors justement, on parle d'argent, ça coûte quoi un véhicule en moyenne à un Français par an? Alors c'est très variable. On faisait jusqu'en 2020 ce qu'on appelait le budget de l'automobiliste, suivant des normes, alors avec différentes voitures, hein, une diesel, une citadine, une voiture qui permettait de plus rouler. D'ailleurs, le kilométrage moyen d'un Français, c'est entre 8 et 9 000 km
pour les rouleurs normaux, et plus de 12 000, voire 15 000 pour les gros rouleurs, et plus quand on est commercial, bien évidemment. Donc, et depuis 2020, ça a tellement changé entre la Covid, entre le prix de l'essence, entre la guerre, entre les obligations réglementaires, qu'on ne peut même plus se baser sur ce budget de 2020. C'est fou, mais je dirais quand même que le moins cher, c'était aux alentours de 400 €, et le plus cher, on était aux alentours de 800 €. Par mois. Par mois. Hein, par mois. Et on oublie souvent, d'ailleurs, dans le budget de l'automobiliste, quand on a une voiture, et d'ailleurs, on est tous automobilistes. Directement si on a une voiture, ou indirectement quand on n'en a pas, on se dit « Ah, moi, j'ai pas de voiture, j'en ai pas besoin ». Mais si on habite en centre-ville, et si vous mangez quelque chose, c'est qu'un camion vous l'a amené. Hein. Donc, on est tous dépendants de la route. Voilà. On oublie souvent un élément important dans le budget de l'automobiliste, quand on a une voiture, c'est la perte de valeur de la voiture. Vous l'achetez neuve, vous la sortez du garage, un an après, elle a perdu 20%. Et je dirais au minimum, une voiture, même s'il est âgée, elle va perdre de sa valeur entre 80 € et 100 € par mois. Et ça, on l'oublie souvent dans le budget. Est-ce que vous avez quand même tenté de faire une étude d'impact en matière de coût de l'arrivée de ces ZFE? Est-ce qu'on a un ordre d'idée de ce que ça va coûter en plus aux Français? Ce que ça va coûter en plus, on ne sait pas, mais précisément, parce que c'est très diffus. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, on va prendre l'exemple, en 2021, il y avait 4 800 000 voitures en Auvergne-Rhône-Alpes, d'accord? Ça représentait à peu près un peu plus de 12% du parc national. 57 voitures en 2021, allez, ça a baissé un peu, on va dire 50, une voiture sur deux était diesel encore. Donc, il va falloir les changer, ces diesels, quand les critères 2, parce qu'un diesel, c'est critère 2 au mieux, ne pourront plus rentrer. Alors, dans Lyon, ce sera la semaine, ce sera les heures de journée, pas tout le temps, mais grosso modo, on ne pourra plus venir. Donc, ça va être un problème. Donc, l'évaluer, c'est difficile, mais c'est au moins, pour acheter une nouvelle voiture, c'est entre 15 et 20 000 €, quoi. Donc, déjà, rien que ça, c'est beaucoup. Est-ce que, selon vous, les villes, elles doivent être vidées de leurs voitures? Je crois que vous imaginez un petit peu ma réponse. Ce n'est pas une question. Bien sûr qu'il faut un peu moins de voitures, mais un peu mieux de voitures, parce qu'on a été peut-être un petit peu trop loin, le tout voiture, un peu tout et n'importe quoi. Donc il faut l'organiser. Entre l'organiser et l'exclure, parce qu'il ne faut pas oublier que plus de 80% des déplacements en France sont faits en voiture, pour aller travailler, pour aller faire les courses, etc., etc. Donc exclure la voiture, ça veut dire exclure une grande partie des gens, et on le voit d'ailleurs récemment à Lyon, et c'est une grande première, dans le centre-ville et à la Croix-Rousse, il y a moins d'habitants. Il y a un peu plus de 1% d'habitants en moins. C'est une grande première, ça ne s'est jamais vu. Donc on voit bien que quand on enlève la voiture, en tout cas quand on permet moins de mobilité et quand on la rend plus chère, les gens partent. Qu'est-ce que vous pensez de la cohabitation avec les modes doux aujourd'hui? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on ne va pas assez loin? Est-ce que justement on ne pense plus qu'aux modes doux au détriment des voitures? Oui, un petit peu. Ça crée d'ailleurs des tensions entre les Français, entre ceux qui sont les vélo-taffeurs, comme on dit, et puis les autres. Et c'est dommage. Nous, c'est surtout pas notre philosophie. C'est pour ça qu'on devient Mobilité Club France, pour vraiment rassembler tout le monde. Il y a un sujet sur les trottinettes en libre-service. Hein, à Lyon, on le voit bien. Voilà, ça a été renouvelé pour 4 ans avec les deux sociétés qui louent ces trottinettes, avec des mesures de sécurité renforcées. Je ne sais pas trop comment ça va être mis en place d'ailleurs, une plaque d'immatriculation pour les trottinettes, ne pas la prendre alcoolisée le soir. Je ne vois pas ce qu'on va souffler dans un alcotest pour la prendre. Ça va être compliqué à mettre en place. Dans toutes les villes, ça a été compliqué. Il y en a qui l'ont exclu. Nice, Toulouse, il y a plein de villes qui ont dit bon, on va les supprimer. Pas les trottinettes, mais les trottinettes en libre-service, où là c'est vraiment n'importe quoi, assez dangereux. Et on le voit d'ailleurs dans les chiffres de la sécurité routière, sans surprise, depuis 2020, il y a eu plus de 30% de blessés et de morts en vélo, et en trottinette, il n'y en avait pas avant, ça explose aussi. Donc il y a une cohabitation qui est très difficile. Il faut que tout le monde fasse un effort, bien évidemment, et ça devient compliqué. Mais la moitié des accidents créés avec des vélos, c'est autant de la responsabilité du cycliste que de l'automobiliste. Donc tout le monde doit faire un effort, mais oui, il y a une nouveauté. On ne peut pas créer des autoroutes pour des vélos, donc il faut qu'on cohabite parfois sur des mêmes pistes, il faut qu'on se redouble de vigilance. Et d'ailleurs, toutes les voitures sont équipées de beaucoup de systèmes, en tout cas les voitures récentes, pour prévenir si un obstacle arrive à droite, à gauche, devant, derrière. Ça, il faut s'en servir, et ça va dans le sens de la sécurité routière, mais on n'est jamais assez trop prudent quand on est en ville avec tout ce qui se passe autour. Il faut bien noter qu'en vélo, le plus grand nombre d'accidents et les plus graves, c'est hors agglomération, parce que la vitesse est élevée, on ne se signale pas forcément très bien la nuit avec un gilet jaune, avec des lumières partout, et c'est là que c'est le plus dangereux. Alors 40 millions d'automobilistes a proposé à Paris d'immatriculer systématiquement tous les cycles. Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce qu'il y a une utilité? Ça peut être une solution, d'ailleurs, comme je viens de le dire, la municipalité de Lyon propose justement pour la sécurité des trottinettistes d'immatriculer. Comme ça, on n'aura plus d'impunité. Avec la vidéo-verbalisation, si on commet une infraction, pouf, on sait qui l'a loué, à quel moment, et on vous envoie le PV. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Est-ce que pour vous, la voiture électrique, c'est une solution idéale ou c'est très très imparfait aujourd'hui? Alors, déjà, on n'entend plus la voiture propre quand on parle de voiture électrique. Ça, c'est déjà une bonne chose parce qu'il n'y a rien qui est propre en fait. Toute action génère une pollution. L'émission qu'on fait là actuellement, elle génère de la pollution. On ne va pas l'arrêter pour autant. Donc la voiture ne sera jamais parfaite. L'électrique, ce n'est pas une nouveauté. En début du XXe siècle, il y avait plus de voitures électriques que de voitures thermiques. Et si le thermique a gagné, c'est parce que c'était très pratique de transporter le pétrole, de le fabriquer et que ça donnait une autonomie plus grande. Voilà, c'est tout. Après, il y a eu compétition entre les énergies. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'électrique, c'est très bien pour certains déplacements. Je dirais, pour tourner autour de sa maison et autour de son travail, c'est très bien. Parce que l'itinérance entre grandes villes, l'autonomie, la recharge, ça va être compliqué à mettre des bornes de recharge partout. Donc oui pour l'électrique, mais pas seulement. Il ne faut surtout pas croire ceux qui vous disent que l'électrique remplacera à 100% le thermique et le pétrole. Ce n'est pas vrai. Il y aura l'hydrogène, il y aura le biocarburant, le biodiesel, les carburants de synthèse, tout ce que vous voulez. Et il y aura toujours des moteurs thermiques parce que l'électrique ne peut pas répondre à tous nos déplacements, ce n'est pas possible. Surtout d'ailleurs avec les camions. J'en reviens aux villes qui veulent se débarrasser entre guillemets de leur voiture en ville. À Lyon, il y a une décision qui vient d'être prise de supprimer les deuxièmes vignettes de stationnement résident pour limiter le nombre de voitures par foyer. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que ça va dans le sens effectivement de dire on ne veut plus du tout de voitures plutôt que d'organiser effectivement le déplacement en voiture. Oui, ça va exclure des personnes qui vont aller habiter ailleurs, voilà, c'est tout. C'est déjà ce qui se passe. Et curieusement d'ailleurs, on l'a vu à Paris, on l'a vu dans certaines villes, quand vous enlevez la voiture de certains quartiers, l'insécurité grandit. Alors je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas eu d'analyse précise, mais parce qu'il y a peut-être moins de flux de voitures, peut-être que les gens flânent plus, traînent plus, y compris ceux qui n'ont pas de bonnes intentions. Donc l'insécurité grandit. Malheureusement d'ailleurs. Je passe du coq à l'âne, mais ce matin, je regardais le prix du diesel au litre qui dépasse les 2 €. Dans le domaine du coût de l'essence, qu'est-ce que vous proposez, vous, à l'État? Alors, à l'État, depuis toujours, on parle de délire fiscal en matière de fiscalité du prix du carburant. Il ne faut jamais oublier que c'est quand même un bien de consommation essentiel maintenant, on s'en rend compte, quand on n'en a plus, la France s'arrête. Sur 2 €, il y a 1 € qui va dans les caisses de l'État. Alors vous allez me dire, l'État redistribue, donc ce n'est pas de l'argent perdu. Notre philosophie, c'est de dire, écoutez, si vous diminuez la fiscalité, que vous nous laissez un peu plus d'argent plutôt que de nous en prendre et de le redonner où vous voulez, ça ira pas dans des paradis fiscaux. Ça ira dans l'économie française, dans les restaurants, dans les magasins, donc ça va faire vivre l'économie. On ne va pas mettre les 30 ou 50 ou 60 € qu'on va économiser. Donc baisser la fiscalité, ce serait déjà une bonne chose. Ça fait longtemps qu'on se bat, c'est pas pour tout de suite. Alors bien sûr, il y a les chèques carburant de 100 €, etc., etc. Mais bon, c'est quand même voilà, juste un emplâtre sur une jambe de bois. La seule façon profonde de diminuer le prix de l'essence, c'est la fiscalité, 50% de la fiscalité. Après, pour diminuer le coût d'une voiture, il y a le covoiturage, il y a l'autopartage. Il y a peut-être un petit peu changer ses habitudes de temps en temps, de se dire, tiens, une fois par semaine, je vais essayer les transports en commun, pourquoi pas. Le vélo, c'est pas donné à tout le monde, mais peut-être aussi modifier sa vision de la mobilité, de se dire, et si j'essayais, peut-être que je vais y prendre goût, et pas tout le temps, on ne vous dit pas d'abandonner tout le temps la voiture, mais de temps en temps, peut-être qu'on peut voir comment ça se passe avec un autre mode, ce qui peut, si votre voiture ne démarre pas un matin, vous dépanner. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est devenu Mobilité Club France, pour ouvrir un petit peu le spectre de la mobilité. Alors, le prix des péages d'autoroute a augmenté de 4,9%. 4,75 en moyenne. 4,75 en moyenne cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette délégation de gestion à des sociétés privées? Est-ce que l'État ne devrait pas reprendre la main et peut-être offrir d'autres tarifs? C'est un vaste sujet, ça, la concession des autoroutes. D'abord, l'augmentation, c'est tout sauf une surprise, puisque ça a été négocié comme tel. C'est-à-dire que chaque 1er février, il y aurait une augmentation en fonction d'une équation avec beaucoup de paramètres, dont l'inflation. Donc si les autoroutes augmentent de 4,75, c'est parce qu'on a une très forte inflation de 6 et quelques. Alors il y a plein de mesures qui sont faites notamment par Vinci Autoroute pour amortir cette augmentation. Il y a de 30%, on passe à 40% sur un trajet du quotidien que l'on fait pour aller travailler, sur les recharges électriques. Il y a des tarifs qui n'augmentent pas quand ils sont de moins de 30 km. Donc il y a beaucoup de mesures qui sont faites. Après, la question qu'on peut se poser par rapport à votre question, c'est si l'État reprenait la main, est-ce qu'on aurait toujours des autoroutes aussi sûres,
en bon état? Et est-ce que les tarifs n'augmenteraient pas chaque année en fonction de l'inflation? Parce que même si l'État reprend la main, il serait impacté par l'augmentation des matériaux pour les travaux, etc., comme tout le monde. Alors, avant qu'il y ait des concessions, les tarifs d'autoroute augmentaient aussi, et parfois plus que ce qu'on voit maintenant. Donc, de toute façon, entretenir une route, ça coûte cher. La développer, créer des bretelles pour désenclaver des villes, etc., tout ça, ça coûte cher. Et franchement, ils font plutôt bien le travail, quoi. Alors, je disais en préambule que vous aviez 1 million d'adhérents. Vous me disiez que vous étiez apolitique, mais est-ce que vous ne passiez pas votre temps au Sénat, à l'Assemblée nationale et dans les ministères quand même pour essayer de défendre le bout de gras des automobilistes que vous représentez? Oui, bien évidemment, on a Céline Kastner et d'autres qui s'occupent des politiques publiques et qui font très très bien leur travail, mais je dirais surtout, et c'est vraiment notre ADN, en matière de sécurité routière. Ça ne veut pas dire qu'on est pour le tout radar, il faut du contrôle, mais surtout pour faire en sorte qu'on ne meure pas bêtement sur les routes ou qu'on n'ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas des familles qui soient attristées par une nouvelle, un coup de fil, votre fils est mort en 2 roues sur la route. Voilà, donc ça c'est vraiment notre ADN et on travaille beaucoup avec la Commission nationale de sécurité routière pour proposer des choses, pour faire en sorte qu'on soit plus sur les aménagements plutôt que focaliser sur le tout radar, qui est une solution qui existe mais qui a ses limites. Donc oui, bien sûr, on va dire du lobbying, mais du lobbying vraiment dans le sens de arrêtons de peut-être mourir bêtement sur les routes, on va faire ce qu'il faut, quoi. Alors, il y a une expression qui a été inventée il y a une 50aine d'années à propos des automobilistes. On parlait de vaches à lait. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les automobilistes sont encore des vaches à lait? C'est vrai, hein. Moi j'ai 60 ans, je l'entends depuis plus de 50 ans, donc déjà on est dans les années 70, l'automobile c'est une vache à lait. Oui, parce que on est captif, et c'était déjà les taxes sur le carburant qui étaient comme ça, et puis vous savez, le prix des voitures quand on l'augmente, elles ont augmenté, les voitures neuves, de plus de 20 à 30% même, ces 3-4 dernières années, c'est colossal. Le prix de l'essence pareil, avec la taxe carbone. Et oui, alors là, c'est le lait qui se transforme en beurre maintenant, hein, tellement on devient une vache à lait. Oui, ça a toujours été le cas, parce qu'on en a besoin et qu'on ne peut pas s'en passer. Ça peut être un plaisir dans certains cas. Maintenant, je vais vous dire, un plaisir, conduire dans les embouteillages, c'est pas un plaisir, hein. Vivement les voitures autonomes qui feront tout toutes seules, hein, ce serait vraiment très très bien. Après, avoir une voiture, c'est le plaisir de la liberté, la voiture. C'est pas seulement le plaisir de conduire. La liberté, la conduite, ça amène à la liberté de prendre sa voiture, d'aller, si on est à Lyon, au ski, pourquoi pas une journée avec sa famille. C'est cette liberté-là qu'on défend, évidemment, quoi. À un tarif, vous savez, on est pour une mobilité sûre, durable et pour tous, quel que soit l'âge. Et ça, c'est quelque chose qui risque de disparaître si la voiture coûte trop cher. Yves Carra, merci pour cet éclairage. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller sur le site automobile-club.org. Le nom du site n'a pas changé, alors que le nom de l'association a changé, mais ça va venir, je n'en doute pas. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail à dgp@lyonmac.com. À la semaine prochaine, merci.